Donc, bonjour à tous et à toutes, il est 9h06. Je m'étais inscrite pour un événement aujourd'hui et demain. À vrai dire, je trouve qu'ils n'ont pas eu. Je trouve qu'ils n'ont pas eu une bonne communication. Ils n'ont pas eu du tout une bonne communication parce que après l'inscription, pas d'information. Pas d'informations de suivi et il n'y a pas eu d'envoi du billet parce qu'en fait ils font un billet numérique pour indiquer que je suis en train de lire pour donner pour formaliser le fait de l'inscription. Vous avez allez oui, ok. Et puis je trouve que faire un colloque en ligne je trouve que faire un colloque en ligne et démarrer à 8h30 voilà. Pour ma part, c'est pas du tout lié à mon activité professionnelle. Pas du tout, c'est-à-dire que c'est pas du tout lié au. C'est plus pour de la culture générale. Et comme c'est de la culture générale, bon, mettre des horaires qui sont pas trop contraignants. Quand j'interviens sur site, bon, commencer à 8h30, ça peut ne pas, ça ne m'étonne pas, bien que souvent les horaires de démarrage d'activité c'est plutôt de démarrer à 9h. Honnêtement, j'aurais su que c'était 2 jours en ligne. Je me serais pas inscrite. Je ne serais pas inscrite parce que je ne passerai pas 2 jours sur mon ordinateur oui, merci. Je ne passerai pas 2 jours à passer sur mon ordinateur. J'ai plein à faire. Sitting.com. Recording in progress. Possible à une crise, nous dit Edgar Morin. Une issue négative, synonyme de destruction, nous n'en sommes pas là. Une issue positive tournée vers des solutions nouvelles, à l'image de ce qui s'est
sein des hôpitaux lors de la première vague du nouveau coronavirus il y a 2 ans. Vous vous en souvenez bien sûr, cette période a été le théâtre de multiples innovations médicales, organisationnelles, technologiques, largement médiatisées. La troisième issue est plus neutre. Elle permet de retrouver une situation similaire à celle observée avant la crise. Au fond, cette troisième option correspond assez bien aux choix qui nous sont imposés et qui se sont imposés aux hôpitaux dès le début de la deuxième vague du coronavirus. Pour autant, la pandémie se poursuit. Elle est un défi majeur qui vient aussi impacter d'autres défis. Et parmi ces défis, bien sûr, et on en parle depuis une semaine maintenant dans les médias, le recrutement et la fidélisation des professionnels du soin et de l'accompagnement. La campagne lancée par le gouvernement montre à quel point cette question est effectivement sensible. Le manque d'attractivité du secteur est un sujet ancien, mais il est effectivement largement exacerbé par la pandémie. Un autre défi, vous le savez, consiste à accompagner une population qui vieillit et qui présente davantage de cancers, de maladies de l'appareil circulatoire, de maladies chroniques. Et le Covid-19, malheureusement, semble bien rejoindre la longue liste des maladies chroniques qui touchent déjà près d'un tiers de la population. Il faut bien sûr aussi faire face à l'augmentation des dépenses de santé, quel défi, en raison précisément des pathologies et du vieillissement de la population, mais également en raison des progrès de la science. Et le numérique, en santé, bien sûr, en fait partie. Dans un contexte économique qui, lui aussi, endure de multiples tensions. Et l'actualité nous le rappelle chaque jour. Je ne peux m'empêcher de souligner le défi de la bientraitance, de l'éthique et de la démocratie en santé, afin de favoriser toujours plus le pouvoir d'agir des patients et des résidents, quelle que soit leur fragilité. Et bien sûr, désormais, le défi consiste aussi à mieux appréhender les incertitudes. Et contrairement au risque, l'incertitude ne peut pas être quantifiée. Elle correspond à une situation dont on ignore tout, on en ignore toujours tout. Il est impossible d'en prévoir l'issue. Cet inconnu crée l'instabilité dans laquelle nous sommes et à laquelle la gestion des risques ne pourra pas répondre malgré tous nos efforts. Alors relever ce défi ne sera pas chose simple, non pour des raisons financières, mais bien sûr, mais parce qu'il touche plutôt profondément à nos modes de pensée et de se penser soi-même dans notre système de santé et dans notre environnement. Alors aujourd'hui, quelle est la crisis, pour reprendre le propos d'Edgar Morin, quel changement espérer, quelle transformation décisive attendre? En résumé, pour reprendre le titre de l'ouvrage qui nous réunit ici, quelles innovations, quel management des structures de santé et quelle transformation de l'offre de soins sur le territoire suggère aujourd'hui la crise que nous traversons? Eh bien, je laisse le soin aux conférenciers et au public d'en débattre dès à présent. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Sandra Verkezen. On te retrouvera également autour d'une table ronde avec grand plaisir. Alors, j'accueille maintenant Monsieur Cédric Arcos qui nous fait la joie de partager ce moment et d'introduire également. Donc, il est coordinateur du rapport 2022 de l'Institut Montaigne sur les territoires de santé et il est directeur général adjoint en charge de la santé, notamment dans la région Île-de-France. Bonjour Cédric. Bonjour, merci beaucoup Dada, merci Jean-Luc, merci Julien, cher président Jacques, très heureux de te retrouver ici, puis très heureux de vous retrouver les uns et les autres. Sandra Verkezen également, c'est un plaisir, un peu de trac de succéder en prise de parole à un professeur du Conservatoire national des arts et métiers. Je suis vraiment très heureux cette journée ait pu voir le jour. Je sais que Julien et Jean-Luc y ont mis beaucoup d'énergie, là également pour réunir, malgré toutes les contraintes de ces périodes, tout ce panel assez impressionnant qui va se succéder pendant 2 journées pour réfléchir effectivement ensemble aux enjeux de notre système de santé. Et c'est peut dire que ce système de santé est face à de nombreux défis. Alors, dans tout colloque, il est bon de rappeler ces défis, qu'ils soient organisationnels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient démographiques, évidemment, le défi de l'attractivité des carrières, le défi aussi, on va, je pense, en parler beaucoup ces prochaines semaines et ces prochains mois, du rattrapage des soins, de remettre bon nombre de nos concitoyens éloignés du système de santé dans le chemin de la prévention, du prendre soin de soi et puis de la thérapeutique d'une manière générale. Et puis ce mot effectivement de crise qui revient et qui est toujours accolé effectivement au mot de
du système de santé, mais tous les observateurs, n'est-ce pas, Jacques Affûté, observeront que depuis de très nombreuses années, quasiment je crois depuis les années 60-70, le mot santé est associé au mot crise. Preuve qu'on n'est peut-être pas totalement dans une crise, mais bien dans une évolution d'un système condamné positivement ou négativement à subir ou à opérer un certain nombre de changements et de transformations. Je voudrais, pour ma part en tout cas, consacrer mon propos introductif et les quelques minutes qui me sont accordées pour peut-être délivrer, je l'espère de manière surprenante, mais une note d'optimisme. Une note d'optimisme parce qu'effectivement, les défis et les difficultés de notre système de santé, ils sont nombreux, mais je crois qu'à sortir, j'espère pouvoir employer ce terme, donc pas trop précocement, mais au sortir de cette crise, de cette pandémie, beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de curseurs ont bougé, beaucoup de barrières sont tombées, et je crois que cette communauté, finalement, ces coopérations qui sont nées, peuvent nous laisser fondamentalement optimistes pour la suite, pour peu qu'on puisse saisir les opportunités qui sont nées. Alors, chère madame, vous avez eu la gentillesse de rappeler que dans quelques semaines, j'aurai l'honneur de publier un rapport avec l'Institut Montaigne et le professeur Gérard Frihandler, où nous avons travaillé ensemble depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, non pas plusieurs années, mais depuis plusieurs mois, pour essayer de réfléchir justement aux innovations dans notre système de santé, à la place des territoires dans ce système. Et je crois que finalement, le mot que vous avez choisi dans l'ouvrage, dont la parution a été rappelée récemment, me paraît tout à fait adapté à l'avenir de notre système de santé. Je crois que le mot innover va devoir être un peu notre mantra. Alors, j'identifie pour ma part plusieurs champs d'innovation pour notre système de santé. Un premier champ d'innovation pour que la santé ne soit pas et ne reste pas, ne demeure pas une affaire d'experts. Je vois pour ma part un enjeu absolument fondamental que ces lieux de colloque, toujours intéressants, où on a la chance de se retrouver, eh bien, on puisse les partager beaucoup plus largement et que la santé devienne véritablement l'affaire de tous, qu'elle devienne aussi un enjeu de débat. La période actuelle nous invite à des débats, à des réflexions, mais plus globalement, je crois que l'organisation de notre système de santé, son avenir, la place du numérique au sein de ce système, le rôle des carrières professionnelles, la valorisation, ne doit pas être une affaire d'experts ou de sachants, mais doit profondément être une affaire démocratique, de débat, d'engagement des citoyens, chacun à son niveau. Et là aussi, il va nous falloir véritablement, je crois, innover dans la manière de rendre compte, de parler, de partager du système de santé. Innover ensuite en matière de prévention, puisque la prévention, on le voit bien, va devenir sans conteste, en tout cas je le souhaite, la boussole de notre système de santé. On voit bien comment cette pandémie nous a montré le rôle fondamental des messages de santé publique de base, le besoin absolu de repenser le rôle de la prévention, de l'intégrer dans la cité, dans la vie quotidienne. Et là aussi, je crois que les outils technologiques vont nous offrent un certain nombre d'opportunités, mais pas seulement. Il faut sans doute innover dans les lieux de prévention, que ce soit l'école, l'entreprise, les différents lieux de la cité et les différentes manières, là aussi, de partager. Innover également pour placer, et ça je le crois fondamentalement, la santé au cœur de nos villes. On voit combien finalement aujourd'hui le territoire, la ville, la cité, au sens presque antique du terme, peut être et doit être un lieu de santé, un lieu dans lequel l'architecture peut organiser aussi la rencontre entre la santé et le territoire, un lieu dans lequel on peut créer des espaces favorables à la santé, et un lieu dans lequel je crois aussi fondamentalement on peut lutter puissamment contre les inégalités de santé, qui est quand même la barrière sur laquelle toutes nos initiatives, toutes nos organisations, tout notre investissement butent toujours autant. Malheureusement, je travaille dans une région dans laquelle un des départements, le département de la Seine-Saint-Denis, a connu une surmortalité de plus de 60% pendant la première vague. Ça doit nous interroger et ça montre bien effectivement que les solutions de santé, que les démarches de santé ne sont pas placer la santé au cœur de la cité. Innover également pour la proximité dans les organisations à ce thème. Je crois que la proximité
proximité des organisations, d'organiser la confiance aux acteurs de terrain, la proximité au sein des établissements, mais aussi au sein des équipes de soins dans le monde libéral, de proximité dans les coopérations. Là aussi, les nouvelles technologies nous offrent beaucoup de possibilités, mais je crois qu'il y a besoin aussi de beaucoup de volonté, beaucoup d'audace, beaucoup également de confiance. Innover également pour l'autonomie des professionnels, l'autonomie des organisations, c'est sans doute une des grandes leçons, il y en a beaucoup de cette crise. On a vu que face à un état de sidération, quand on donnait de l'autonomie aux acteurs, ils savaient s'en saisir, ils savaient être responsables. Et je crois, à titre personnel, que fondamentalement, notre système a tenu bon parce que les acteurs ont su être autonomes. Ils n'ont pas eu beaucoup le choix également. Chacun a essayé de faire au mieux, quelle que soit sa place dans le système, à tous les étages de l'organisation, du ministère jusqu'au maillon du professionnel de santé, du pharmacien, de l'infirmier, où chacun a essayé effectivement d'innover, d'être autonome. Et je crois que cette autonomie, il va falloir là aussi l'accompagner, l'accueillir dans notre système de santé et fondamentalement la dynamiser quelque part pour en faire une ligne force dans notre système. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister en termes d'innovation, c'est d'innover en matière de carrière. Vous l'avez souligné, professeur, que le défi de l'attractivité, de la fidélisation des professionnels de santé est là aussi un défi absolument majeur. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de professionnels de santé ont choisi de quitter le système. J'entendais tout récemment qu'un peu plus de 60 000 infirmiers étaient diplômés, n'exerçaient plus dans le système de santé. À peu près 20% des étudiants qui réussissent la deuxième année de médecine ne s'inscriront pas, in fine, à l'ordre des médecins. Tout ceci, effectivement, doit nous interroger, doit nous interpeller. Et je crois qu'effectivement, l'innovation doit aussi accompagner sur la manière de dessiner de nouvelles carrières, de nouvelles manières de coopérer, d'organiser des rencontres. Et je crois que là aussi, il y a beaucoup de matière à espérer. On dit souvent que la médecine de demain, ce sera la rencontre entre l'ingénieur, peut-être même déjà d'aujourd'hui, ça sera la rencontre entre le médecin, l'ingénieur, le data scientist, l'éthicien, le juriste, etc. Et je crois que notre responsabilité, c'est d'organiser cette rencontre, évidemment dès la formation, à travers les campus. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour rénover, beaucoup de choses qui sont en cours pour rénover les formations, mais je crois que demain, il faudra aller plus loin, innover, oser aussi sortir peut-être de voies professionnelles qui sont parfois peut-être un peu trop dessinées et qui, observons-le, sont parfois un peu moins adaptées à la réalité aujourd'hui d'une génération qui a besoin de diversité dans ses parcours, qui a besoin aussi d'évolution en différents temps de sa carrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos différentes organisations, quelles qu'elles soient, ne sont pas véritablement pensées pour accueillir cette diversité, cette innovation. Je crois donc qu'il va falloir organiser la rencontre entre les professionnels et valoriser ces rencontres, ces parcours différents et accepter qu'il n'y a pas qu'un parcours d'excellence, mais bien des parcours d'excellence. Alors en conclusion, ou plutôt en ouverture de ces 2 journées, puisque c'est maintenant que les prises de parole vont se succéder, que la réflexion va pouvoir être nourrie, je crois qu'effectivement nous devons être des optimistes réalistes, des optimistes combatifs. Évidemment, les défis, les difficultés, elles sont nombreuses, mais je crois profondément, en tout cas je le ressens pour ma part, on a beaucoup de chance de travailler dans le secteur de la santé, de travailler pour le secteur de la santé, parce que voilà un secteur dans lequel on ne se pose pas tous les jours la question du sens. Elle est posée, j'allais dire, par essence. On est aussi dans un secteur qui est fondamentalement porteur d'avenir, d'espoir, de progrès, de cohésion, d'innovation. Et je crois que le principal défi, évidemment, ça va être de ne pas subir, mais au contraire d'être inventif, d'être innovant. Et je pense très sincèrement que ces 2 journées vont y participer. Donc merci à nouveau, cher Jean-Luc et cher Julien, Nada, de permettre ces rencontres. Merci beaucoup. Merci infiniment, Cédric Arcos. Merci beaucoup pour cette présentation globale et qui présente en tout cas les différentes thématiques, grandes thématiques que nous allons aborder pendant ces 2 premiers jours. En tous les cas, c'est vraiment inaugural. Merci infiniment en tous les cas pour ces 3 interventions qui sont importantes.